Bonjour, bienvenue à la présentation de Santé publique Ontario sur les variants préoccupants de la COVID-19. Je m'appelle Michelle Murty, je suis médecin en santé publique à Santé publique Ontario. J'ai le plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, quelques points d'ordre logistique. Nous sommes passés d'Adobe Connect à Zoom Webinars pour animer les séances de formation SPO ou Santé publique Ontario. Ceci vise à améliorer l'expérience utilisateur et à régler les problèmes techniques relevés par les participants précédents. Nous vous invitons à nous faire part de votre opinion en remplissant l'évaluation anonyme que vous recevrez par courriel après la séance. Zoom permet aux participants de personnaliser leur vue en ajustant les cadres entre les vidéos du présentateur et la présentation. Zoom permet aussi d'accéder à diverses fonctions interactives au bas de la fenêtre. Pendant la présentation, vous pouvez soumettre des questions ou des commentaires dans la fenêtre de questions. Les questions seront regroupées et nous y répondrons pendant la période de discussion. Si vous vous êtes connecté tôt, vous avez peut-être remarqué quelques questions de sondage. Il y aura d'autres questions de sondage pendant la présentation. Une fois la question fermée, cliquez sur le bouton de sondage pour voir les résultats. En cas de problème technique, veuillez envoyer un courriel à events@ohhpp.ca pour obtenir un soutien direct. Pour commencer, je veux préciser qu'à titre de modératrice, je n'ai aucun conflit d'intérêt potentiel à déclarer. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les conférenciers d'aujourd'hui, le Dr Jonathan Goubet, microbiologiste médical de Santé publique Ontario, et Sandra Callery, conseillère principale en protection de la santé à Santé publique Ontario. Sur ce, commençons. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vous confirme qu'aucun des présentateurs n'a de conflit d'intérêt à déclarer. Diapo suivante. Un rappel que ce contenu a été élaboré par Santé publique Ontario. Diapo suivante. La séance d'aujourd'hui a trois objectifs. Nous allons d'abord décrire les variants préoccupants de la COVID-19 et leur rôle dans la pandémie. Ensuite, nous allons décrire le processus de dépistage en laboratoire associé aux variants préoccupants en Ontario. Enfin, nous allons décrire les mesures de prévention et de contrôle des infections recommandées pour les variants préoccupants. Voici notre première question. Quelle proportion des cas de COVID-19 en Ontario est probablement liée à des variants préoccupants? Les réponses vont de A, moins de 1 à D, 40 ou plus, ou E, je ne sais pas. J'espère que cette présentation vous fournira la réponse. Diapo suivante. Alors, pour commencer, nous allons parler aujourd'hui des variants préoccupants dans le monde et en Ontario. Tout d'abord, je veux m'assurer que tout le monde comprend bien ce qu'est un variant préoccupant ou VP. Tous les virus changent constamment en raison de mutations. Lorsqu'un variant a subi une ou plusieurs mutations qui le distinguent des autres variants en circulation, il devient alors un variant distinct. On parle de variants préoccupants lorsque des informations épidémiologiques cliniques ou de santé publique indiquent une transmissibilité accrue, des symptômes plus graves, donc plus d'hospitalisation ou de décès, une diminution importante de la neutralisation par les anticorps attribuables à une infection antérieure ou à un vaccin, une efficacité réduite des traitements ou vaccins, ou un échec du diagnostic ou de la détection. Lorsqu'un de ces éléments devient apparent, on parle de variant préoccupant. Plusieurs variants sont apparus depuis la pandémie. Au départ, il y avait une lignée A, puis une mutation a donné lieu à une lignée B, et ensuite un certain nombre de lignées et de variants différents ont été détectés dans le monde entier. Et on voit aussi, restons sur la même diapo, on voit encore des apparitions multiples et indépendantes des mêmes mutations. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de la mutation N501Y et de la mutation E484K, qui sont communes aux principaux variants préoccupants. Ainsi, ce N501 a plusieurs variants et le E484 a donné lieu à certains autres variants dont nous allons parler.
Pour que vous compreniez bien la signification de cette nomenclature, voici un exemple de la mutation E484. Donc, le virus SARS-CoV-2 original ou sauvage à la position 484 du génome. On peut voir le codage original, le codage du type sauvage, qui serait GAA, qui est le code de l'acide glutamique représenté par la lettre E. Mais maintenant, avec cette mutation, G devient A, qui est le code de la lysine représenté par un K. On appelle cette mutation un E parce que c'est l'original à la position 484 qui devient maintenant un K. De même pour le N501Y, c'est ainsi que cette nomenclature aurait été commencée. Diapo suivant. Voici les trois variants préoccupants qui ont été identifiés à l'échelle mondiale. Le premier est le B117 ou le 501YV1 qui a été identifié pour la première fois au Royaume-Uni. Le B117 vient de démontrer une plus grande transmissibilité. Il y a un éventail d'estimations pour savoir à quel point il est plus transmissible, dont la plupart se situent autour d'une hausse de 40 à 50 Plusieurs études ont aussi démontré un risque accru d'hospitalisation en cas d'infection par le virus B117 par rapport au virus SRAS-CoV-2 de type sauvage et de même un risque accru de décès. Heureusement, avec le B117, il semble y avoir une réponse immunitaire relativement préservée. Ainsi, quand on prélève du sang de personnes qui ont été infectées avant et qu'on observe comment le sang réagit au B117, il semble y avoir encore une bonne protection pour l'infection précédente, ainsi qu'une efficacité des vaccins bien préservée parce que le virus est encore assez semblable aux vaccins qui circulent. Le deuxième est le variant B1351. On le désigne aussi comme le 501YV2 et les trois partagent cette mutation 501Y. Ce variant a été identifié pour la première fois en Afrique du Sud et lui aussi a une transmissibilité accrue d'environ 50 selon les estimations. Mais son influence sur la gravité des symptômes est moins bien établie. Le problème principal avec B1351, c'est qu'il a démontré des baisses importantes de l'efficacité de la vaccination. Ainsi, c'est principalement par la mutation E484K qui fait partie du B1351 qui semble avoir permis à ce virus de devenir un peu différent de ce qui se trouve dans le vaccin, de sorte que le vaccin ne semble pas fonctionner aussi bien pour le B1351. De même, des cas signalés de réinfection par une personne qui a déjà été infectée par le SRAS-CoV-2 de type sauvage et qui est maintenant infectée par le B1351, causant une maladie assez grave. Le troisième variant préoccupant est le P1 ou 501YV3. Tous partagent cette mutation 501Y et celle-ci partage aussi cette mutation E484K avec le B1351. Le P1 a été identifié à l'origine au Brésil. On a des informations sur ces changements en termes de transmissibilité et de gravité accrue, mais moins bien établies que pour les deux autres variants. Comme pour le B1351, on constate une baisse de l'efficacité de la vaccination et des cas d'échappement immunitaire de personnes réinfectées par le P1, mais moins prononcés que les effets du B1351. Diapo suivante. Ces trois variants ont été détectés en Ontario. Selon les chiffres jusqu'au 28 mars, la très grande majorité des variants qu'on a vus se trouvaient dans la lignée mutationnelle B117. C'est tout ce que nous avons pu confirmer. Cependant, on détecte à la fois le B1351 et le P1, ainsi qu'un grand nombre de virus pour lesquels on sait qu'il y a une certaine mutation, mais qui n'ont pas été entièrement caractérisés pour dire de quel variant il s'agit. En plus de trois variants préoccupants présentés à la diapo précédente, il y a une liste de surveillance croissante. Aux États-Unis, les Centres de contrôle des maladies ont déclaré deux autres variants préoccupants et tous deux ont été identifiés en Californie. Il s'agit du B1427 et du B1429. Ces deux variants préoccupants ne contiennent pas les mutations N501Y ou E484K, mais présentent tous les deux la mutation L452R. Cette mutation a une transmissibilité accrue d'environ 20 par rapport au SRAS-CoV-2 de type sauvage. Certaines études en laboratoire montrent des baisses modérées de la neutralisation dans le sérum de convalescence et post-vaccination.
En plus de ces variants préoccupants, il y a aussi des variants d'intérêt, ou VI, qui ont été désignés. Ceux-ci présentent des mutations et des marqueurs génétiques pouvant avoir des répercussions cliniques ou épidémiologiques. Mais ces répercussions n'ont pas été pleinement établies pour que ce VI, ou variant d'intérêt du vaccin, devienne un véritable variant préoccupant. Parmi ceux-ci, mentionnons le B1525 et le B1526, qui ont tous deux été identifiés à New York et qui ont entraîné une flambée de cas dans la région de New York. Un autre exemple serait le P2, semblable au P1. Il a été identifié à l'origine au Brésil. Bon nombre des caractéristiques communes des variants préoccupants sont une transmissibilité accrue et celle-ci peut se produire au moyen d'un certain nombre de mécanismes potentiels que l'on étudie pour comprendre pourquoi ces nouveaux variants peuvent causer plus de transmission aux autres. L'un des mécanismes potentiels est une meilleure forme physique du virus. Ces mutations confèrent maintenant un avantage à ce virus. Dans un cas, cela pourrait augmenter la charge virale. Donc, si j'ai un variant du SRAS-CoV-2, je peux avoir beaucoup plus de virus dans mon nez et dans ma bouche et chaque fois que je tousse ou que j'éternue, je peux expulser beaucoup plus de virus dans l'environnement, ce qui rend plus probable la transmission à d'autres. Un autre exemple pourrait être une période plus longue de contagiosité. Le fait d'avoir une charge virale accrue ou d'avoir eu ce virus pendant beaucoup plus longtemps signifie que je serai maintenant infectieux pendant beaucoup plus longtemps, ce qui augmente aussi la probabilité de propagation à beaucoup plus de gens. L'un des autres mécanismes potentiels est une modification. Cette mutation modifie la configuration de la protéine de spicule et la façon dont le virus se fixe aux cellules hôtes humaines. Le virus pénètre dans nos cellules principalement par le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 ou le récepteur ACE2. Les enquêtes en laboratoire ont démontré que cette mutation N501Y peut faire en sorte que le variant du virus soit plus susceptible de se lier étroitement au récepteur ACE2, de sorte que même si vous êtes exposé à un peu de virus, ce virus peut maintenant mieux s'accrocher à la cellule et vous infecter. La troisième raison pour laquelle on s'intéresse à la transmissibilité accrue, c'est que normalement, si vous avez été infecté ou vacciné, cela devrait vous conférer une certaine protection et réduire la probabilité que vous soyez infecté de nouveau si vous deviez être exposé de nouveau. Mais certaines de ces mutations modifient le virus juste assez pour que les gens qui ont une immunité naturelle ou une vaccination antérieure ne soient plus nécessairement protégés de la même façon qu'avant. Ce dernier mécanisme, ce qu'il fait au vaccin, c'est l'élément le plus important sur lequel on enquête actuellement en raison de la distribution actuelle des vaccins. On essaie de s'assurer que les gens sont aussi vaccinés que possible et que le vaccin fonctionne contre certains de ces nouveaux variants. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des études très convaincantes en situation réelle sur l'efficacité de la vaccination dans des pays comme le Royaume-Uni et Israël, où la grande majorité de ce qui circule actuellement est le variant B117. Donc, l'une des études de Pfizer en Israël a démontré que le vaccin avait encore une efficacité de 94 pour combattre l'infection asymptomatique et de 97 pour prévenir le développement de symptômes, la maladie grave ou critique et la mort. C'est donc une excellente nouvelle car ce que l'on voit surtout jusqu'à présent en Ontario avec le variant B117, c'est que l'on va encore obtenir une très bonne protection avec les vaccins que l'on a. À l'inverse, dans des endroits comme l'Afrique du Sud, où la grande majorité du variant en circulation est le B1351, et en Amérique latine, où la majorité sont les variants P1 et P2, l'efficacité de certains vaccins est moindre. Johnson Johnson a mené des essais sur l'efficacité de son vaccin aux États-Unis, où il y avait surtout le type sauvage ou le B117, et a obtenu une efficacité vaccinale de 72 Mais lors du même essai au Brésil, l'efficacité vaccinale était réduite à 66 En Afrique du Sud, c'était 60 De même pour Novavax, lorsqu'elle a mené son essai au Royaume-Uni, où il y avait surtout le B117, l'efficacité vaccinale était de 89 mais elle était réduite à 60 en Afrique du Sud. AstraZeneca a mené un essai contre les infections bénignes à modérées en Afrique du Sud et a obtenu une efficacité vaccinale de 22 Encore une fois, c'est surtout le B1351. Et voici la diapo suivante. Le New England Journal a publié un résumé intéressant de certaines informations sur l'efficacité des vaccins actuellement en circulation pour combattre les principaux variants.
On peut voir ici que dans le cas des variants préexistants, comme le SRAS-CoV-2 de type sauvage, la plupart des vaccins offrent une excellente protection contre la COVID-19 clinique ou la COVID-19 grave. Lorsqu'on commence à examiner les études en laboratoire sur l'efficacité de la neutralisation par les anticorps produits par le vaccin, on commence à voir de légères baisses par rapport au B117, puis des baisses plus importantes par rapport au P1 et au B1351. Puis dans les études cliniques où l'on examine l'efficacité dans des contextes où le B1351 circule en grande partie, on constate des baisses plus modérées à graves de l'efficacité vaccinale. Diapo suivante. À quoi ressemble la situation en Ontario? Eh bien, on a commencé à détecter la mutation B117 probablement à partir de la mi-décembre 2020. Au départ, les taux de détection étaient plutôt faibles, et Jonathan en parlera davantage, mais au fil du temps, ce nombre a augmenté considérablement. On constate maintenant que, même récemment, vers la fin de mars, près de 60 des cas positifs en Ontario sont susceptibles de provenir d'un variant préoccupant. Et encore une fois, la très grande majorité serait le B117, mais on commence aussi à en chercher d'autres comme le B135 et le P1. Nous avons aussi plus de données, des données préliminaires, sur la transmissibilité accrue en contexte ontarien. On a donc pu examiner les taux d'attaque secondaire au sein des ménages lorsque le cas index est lié à un VP ou non. Ici encore, le VP est surtout le B117. On a constaté une hausse globale d'environ 30 du taux d'attaque secondaire chez les membres des ménages, ce qui correspond aux conclusions du Royaume-Uni. Mais il y a aussi un taux d'attaque secondaire particulièrement élevé lorsque ce cas index était asymptomatique ou présymptomatique, allant jusqu'à un rapport de risque supérieur de 3,4. L'un des principaux problèmes, c'est que la personne ne sait même pas qu'elle est nécessairement infectée, mais elle a une transmission plus élevée pour les autres à la maison, alors qu'elle ne sait même pas qu'elle est infectée car elle est asymptomatique ou présymptomatique. On commence à voir des résultats semblables dans la taille des éclosions, probablement dus à un variant par rapport à celles qui ne le sont pas. Examinons des éclosions dans un éventail de contextes, comme les soins et les lieux d'hébergement collectif, l'éducation et autres. Dans l'ensemble, on constate que la médiane de cas par éclosion est légèrement plus élevée lorsqu'un VP est détecté que lorsqu'il n'y en a pas. Le changement le plus important ici, c'est dans un contexte de soins collectifs, où la médiane des cas était de 2, alors qu'elle est maintenant de 8 lorsqu'un VP est détecté. Alors, quelle est la réponse à ces variants? Eh bien, fondamentalement, il faut limiter la circulation du virus. Plus le virus se multiplie, plus il y a des chances de mutation. Et il faut empêcher cette quantité de mutations. C'est l'essentiel pour empêcher l'apparition de nouvelles mutations et de variants, et c'est ainsi qu'on finira par avoir moins de variants en circulation. Il faut donc vraiment renforcer et maintenir les mesures de santé publique et assurer la distribution rapide de vaccins pour essayer de réduire le nombre d'infections dans le monde. Il faut donc distribuer des vaccins au Canada et à l'étranger, où d'autres variants préoccupants peuvent apparaître. Il faut aussi limiter la propagation des VP. En Ontario, on a amélioré nos mesures de gestion des cas et des contacts en réponse à la transmissibilité accrue associée aux variants. Ensuite, on devra peut-être envisager des mesures supplémentaires. Avec ce que l'on a comme vaccin, s'il y a un potentiel d'échappement vaccinal, comment peut-on adapter notre gestion des cas et des contacts concernant des variants qui pourraient échapper à certaines de nos protections vaccinales? Ensuite, on doit avoir un dépistage et une surveillance robuste pour les variants dont Jonathan vous parlera tout à l'heure. Et enfin, une évaluation en situation réelle de la performance de nos vaccins contre les nouveaux variants préoccupants. Sur ce, je cède la parole à Jonathan. Merci, Michel. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la détection en laboratoire des VP qui s'effectue en Ontario et d'autres projets de surveillance. Diapositive suivante. Michel a déjà abordé certains éléments ici. Mais comme vous pouvez le voir, lorsqu'on envisage de mettre au point des tests en laboratoire pour détecter les 3 VP les plus répandus dans le monde, le B117, le B1351 et le P1, il faut examiner les mutations qu'ils partagent et celles qui pourraient être utilisées pour les différencier. On voit la mutation N501Y,
qu'ils ont en commun. La mutation E484K ne se trouve que dans les lignées B1351 et P1. Il y a une troisième position, 417, où le B1351 et le P1 ont des mutations, mais elles peuvent être différenciées. On peut voir que c'est K417N pour le B1351 et K417T pour le P1. Et un collaborateur de l'équipe de génomique a trouvé des mnémoniques pour aider les gens à se rappeler des mutations qui vont de pair. On peut donc utiliser les termes Nelly, Eek et Pooh. Diapositive suivante. Ces deux variants, qui sont actuellement des variants d'intérêt au Canada, mais des variants préoccupants selon les CDC, sont porteurs d'une mutation qui pourrait aussi être utilisée pour les dépister, le L452R que Michel a montré tantôt. Je crois que ces mutations se retrouvent aussi dans d'autres lignées. Ce ne serait pas une détection diagnostique, mais ça pourrait servir de dépistage. Diapositive suivante. Plusieurs modalités de tests peuvent être utilisées pour dépister les VP. L'une d'entre elles est la négativation de la détection du gène S que j'expliquerai tantôt. On peut aussi effectuer des tests PCR en temps réel pour les variants préoccupants. Et c'est la principale modalité que l'on utilise actuellement en Ontario, y compris le laboratoire de santé publique. Le séquençage du génome est la façon définitive de confirmer et de classer les VP. Le problème, c'est que cette modalité prend beaucoup de temps. Diapositive suivante. Examinons la négativation de la détection du gène S. C'est vraiment par coïncidence. Au Royaume-Uni, on utilisait le test de l'entreprise Thermo Fisher. Il se trouve que la détection du gène S cible les acides aminés 69 et 70 dans le gène de la protéine. Cette mutation de position 69-70 fait que la détection du gène S est essentiellement manquée quand ce test est exécuté. Il voyait un grand nombre d'échantillons qui étaient négatifs pour la détection du gène S, mais fortement positifs pour les deux autres cibles de ce test, à savoir le gène N et l'ORF1AB. Il y a un autre test commercial, NIN-GBO, approuvé par Santé Canada, qui ne détecte pas le gène S non plus, mais je ne connais aucun laboratoire qui l'utilise en Ontario présentement. Diapositive suivante. Cette diapositive montre comment le Royaume-Uni a utilisé l'abandon de la cible du gène S pour cartographier l'évolution et la hausse rapide de la prévalence du B117. La prévalence hebdomadaire a considérablement augmenté, passant de 5 au début octobre à presque universelle à la fin novembre. C'est la ligne noire. La ligne rouge pointillée montre ce qui a été fait avec le séquençage de confirmation qui a suivi une trajectoire similaire. Diapositive suivante. En Ontario, le premier test qu'on a mis en place a été conçu par un de nos techniciens de recherche, Réseau SAGI. C'est un test PCR en temps réel qui est plus précis, qui vise la mutation 501Y. On l'appelle PCR en temps réel de polymorphisme d'un seul nucléotide. Il est un peu moins sensible que nos tests de détection de SRAS-CoV-2 et exige que la valeur CT soit inférieure ou égale à 35. On analyse tous les échantillons positifs au SRAS-CoV-2 dans la province depuis le 3 février. C'est l'objectif, du moins. Et le plus d'échantillons possible qui répondent à nos critères de CT. Diapositive suivante. Il y a différentes façons d'assurer la surveillance. Et il y a des lignes directrices du Réseau canadien de génomique COVID-19 que je montrerai tantôt. On a réalisé quelques enquêtes de prévalence ponctuelle, dont une le 24 novembre, avant l'évolution des VP. Mais on avait examiné les données. C'était l'enquête de prévalence ponctuelle sur le génome entier. Et il n'y avait pas de VP
dans ce sous-ensemble. Le 20 janvier, on a réalisé une enquête de prévalence ponctuelle en Ontario qui a montré que seulement environ 1 de nos échantillons non liés à une éclosion étaient des VP et que pratiquement tous étaient de la lignée B117. Quelques éclosions importantes dans un bureau de santé ont faussé des données sur les éclosions, mais seulement environ 2 des éclosions individuelles présentaient des VP. Comme je l'ai dit, depuis le 3 février, on analyse tous les échantillons positifs qui répondent à nos critères. Puis, on peut effectuer une surveillance supplémentaire, car pour détecter tous les VP émergents, on ne peut pas juste adopter l'approche biaisée du dépistage des mutations connues. On veut aussi faire le séquençage du génome entier dans quelques contextes. On veut donc prélever environ 5 de tous les échantillons positifs non associés au VP. On fait aussi le séquençage du génome entier pour au moins 2 échantillons de chaque éclosion dans la province. SPO et certains laboratoires partenaires réalisent le séquençage du génome entier de référence depuis le milieu de l'année dernière. Diapositive suivante. Je vais sauter cette diapositive, mais l'information est là. Je mentionne beaucoup de ces critères dans les autres diapositives, mais l'information est là. Elle montre les critères initiaux qu'on utilisait et qui sont fondés sur les lignes directrices du Réseau canadien de génomique. Diapositive suivante. Le 22 mars, on est passé à un autre test PCR en temps réel. Avec l'augmentation de la mutation 501Y et l'importance du dépistage rapide pour le P1 et le B1351, on a ajouté une deuxième cible au test en temps réel pour l'autre mutation E484K dont nous avons parlé. Maintenant, quand les échantillons sont testés, s'ils sont seulement positifs à la mutation 501Y, en utilisant les données historiques que l'on continue à surveiller, c'est plus de 95 des échantillons qui ont la 501Y, mais pas la mutation E484K. Ils seront des B117. Dans ce cas, on arrête les tests et il faut présumer qu'il s'agit de B117 lorsque le résultat indique la présence de la 501Y, mais l'absence de la 484K. Tous les échantillons qui ont la mutation E484K, avec ou sans mutation 501Y, sont soumis au séquençage du génome entier pour aider à déterminer si les lignées P1, B1351 ou d'autres lignées portent la 484K, mais ne font pas partie de ces 2 lignées spécifiques. Pour faire le séquençage du génome entier, il faut une charge virale un peu plus élevée que pour le test en temps réel. On exige que la valeur CT de la cible 484 soit 30 ou moins dans le test en temps réel de 2 cibles. Sinon, on ajoute un commentaire indiquant qu'on ne peut effectuer d'autres tests en raison de la faible charge virale qui affecte la qualité de tout séquençage subséquent potentiel. Question importante. À partir de quel seuil de prévalence des VP doit-on arrêter de tester? Chaque échantillon. Pour l'instant, on continue de dépister tous les échantillons car cela fournit une méthode de surveillance stable pour la province. Mais ce sera certainement réévalué à mesure qu'on continue de surveiller la prévalence des différents VP et mutations particulières que le test PCR en temps réel est en mesure de dépister. Diapositive suivante. Vous avez probablement déjà vu cet exemple de rapport. Le test PCR en temps réel de 2 cibles indique la présence de mutations que l'on vient tout juste de mentionner. On n'a pas dit intentionnellement, quand c'est 501, c'est probablement un B117, parce que l'épidémiologie évolue. Cette information figure sur notre site Web dans certains documents auxiliaires, mais c'est intentionnel en raison du besoin potentiel de modifier l'interprétation. L'information de laboratoire ne peut pas toujours être mise à jour aussi rapidement qu'il le faudrait. Diapositive suivante. Voici ce que vous verriez. Disons que le test PCR en temps réel du SRAS-CoV-2 est positif, mais qu'on n'arrive pas à détecter l'une ou l'autre des cibles. On ne peut donc pas dire s'il y a ou non un VP.
On met simplement un commentaire, impossible à compléter. Et on explique ce que ça veut dire et que la sensibilité est plus faible que celle des tests de détection. Diapositive suivante. Cette capture d'écran montre que notre bulletin L'Abstract explique ce nouveau test de 2 cibles. Diapositive suivante. Le bulletin L'Abstract figure aussi sur notre fiche d'information sur les tests des variants préoccupants, qui fournit toutes les informations dont je viens de parler. Diapositive suivante. Le texte sur la façon dont on fait le séquençage est aussi disponible ici. Il y a aussi un document de questions et réponses lié à la fiche d'information sur les tests qui vaut la peine d'être examiné. Diapositive suivante. Et voici un exemple du rapport de séquençage du génome où on décrit les principales mutations qui ont été détectées et on indique s'il s'agit d'un VP ou non, et lequel. À l'avenir, ce rapport pourrait changer et ne pas identifier les mutations individuelles, mais simplement indiquer clairement la présence ou non d'un VP et de quel VP il s'agit. Diapositive suivante. Le séquençage du génome entier a d'autres utilisations. On procède au séquençage du génome entier lorsqu'une réinfection est soupçonnée, car de nouvelles lignées ou mutations peuvent toujours apparaître. Si une infection survient après la vaccination, notre intention actuelle est de le faire plus de 14 jours après la fin de la série de vaccins. Ceci sera réévalué, étant donné qu'à l'heure actuelle, l'écart entre les vaccins s'étale sur plusieurs mois. On sera probablement prêt à l'examiner même après une dose, au-delà de 2 semaines après avoir reçu une dose en cas d'infection. Et, comme je l'ai mentionné, on l'utilisera pour appuyer la surveillance lors des éclosions, mais aussi lorsqu'il y a des questions sur la transmission au sein des éclosions. Mais on ne recommande pas vraiment de les utiliser de façon routinière. J'en parlerai un peu plus tantôt. On vise à séquencer toutes les infections associées à des voyages et, comme mentionné, à surveiller en arrière-plan les nouvelles mutations. Diapositive suivante. Comme mentionné, le séquençage du génome entier peut être utile lors d'enquêtes sur des éclosions individuelles. Mais on a constaté que souvent, il n'ajoute pas beaucoup d'informations au-delà de l'épidémiologie solide qui peut être obtenue sur le terrain. Lorsqu'il y a des questions précises auxquelles il faut répondre, on peut en discuter avec notre laboratoire pour voir s'il pourrait être utile. C'est un exemple où il a pu confirmer les liens au sein de l'éclosion, mais je ne peux pas vous dire si l'épidémiologie aurait déjà répondu pour ce cas particulier. Mais dans le cas de l'éclosion, il n'y a pas eu plus de 3 changements de base dans 2 cas. Mais même la référence n'est pas très différente. Mais il y avait 6 changements, 6 mutations différentes. Donc, on pouvait regrouper qui étaient là et qui ne l'étaient pas. Diapositive suivante. Mais attention, car même dans la communauté environnante, on peut avoir des séquences identiques. Une enquête a été menée où les cas d'éclosion sont en gris, puis, à partir d'un foyer de soins de longue durée complètement indépendant, on a des séquences identiques, puis à nouveau à partir de la communauté environnante. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des séquences identiques pour pouvoir dire que les cas sont liés d'un point de vue épidémiologique. Diapositive suivante. SPO lance un site Web en collaboration avec NextStrain. On va afficher toutes nos séquences et je crois que d'autres séquences provinciales seront ajoutées à cette base de données à un moment donné. Et il est accessible au public. Vous pouvez créer vos propres arbres et examiner les lignées que nous avons en Ontario. Je crois que nous prévoyons être en direct vers la fin de la journée. Sinon, demain. Vous pourrez y accéder grâce aux divers liens que j'ai déjà fournis, comme la fiche d'information sur les tests ou la page de données de SPO sur la COVID-19. Diapositive suivante. Je cède maintenant la parole à Sandra. Merci, Jonathan. Passons à la diapositive suivante.
les variants préoccupants, ou VP, et la transmission. Je vais me concentrer sur les mesures de prévention et de contrôle des infections. Selon l'épidémiologie de la COVID-19, la transmission se fait surtout par des gouttelettes respiratoires lors d'un contact étroit avec des personnes symptomatiques ou présymptomatiques, moins souvent asymptomatiques, et d'un contact non protégé aussi, bien sûr. La transmission sur de plus longues distances est plus rare et on observe parfois une transmission en cas d'exposition prolongée dans un espace très mal ventilé. Ce sont des conditions dont on tient toujours compte. La transmission du virus par les fomites est probable, mais on pense que c'est moins fréquent. Avec le mode prédominant de transmission par gouttelette respiratoire et en examinant les données probantes liées au VP, il n'y a pas vraiment de différence extrême entre les modes de transmission des VP qui a été observé avec les VP non-variants. Donc, la transmission des VP et des non-variants semble être comparable. Diapositive suivante. Le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses, ou CCPMI, recommande de maintenir les précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes, ainsi que la distanciation physique de plus de 2 mètres si possible, et ne recommande aucun changement à l'équipement de protection individuelle. Et n'oubliez pas que même si la transmission est plus facile, toutes ces mesures doivent être appliquées de façon cohérente et que les mesures de PCI travaillent en équipe. C'est une série de mesures qui fonctionnent efficacement lorsqu'elles sont toutes mises en œuvre. Voilà donc les messages clés. Diapositive suivante. On sait que d'autres régions ont réagi différemment au VP, ou variants préoccupants, et on a donc examiné la réponse d'autres autorités. SPO a effectué une analyse régionale du port des masques et c'est probablement le point saillant sur lequel les gens se sont penchés. La plupart des questions portent sur le port du masque. On voit ici qu'environ 11 des 14 autorités qu'on a examinées, des régions et des pays, n'ont pas modifié ou mis à jour leur ligne directrice sur le port du masque. Cela comprend l'Angleterre, où on sait que le variant B117 est la souche dominante en circulation. En Autriche, en France et en Allemagne, les 3 pays qui ont modifié leur politique ou leur protocole, il s'agissait en fait de politique de port du masque en public et de la recommandation d'utiliser des masques médicaux ou un équivalent. Et la raison évoquée portait sur l'efficacité du filtre et un ajustement plus cohérent. Diapositive suivante. Une autre région, une autre autorité que l'on a examinée de près, c'est le Québec. Beaucoup ont vu ces rapports aussi. Après avoir restreint l'utilisation des respirateurs N95 aux interventions médicales générant des aérosols, le Québec exige, depuis le 9 février, le port d'un respirateur N95 dans ce qu'on appelle les zones chaudes. Vous pouvez voir une description et une définition de zone chaude ici. Diapositive suivante. Les documents produits par le Québec ne contiennent pas de nouvelles données probantes dans le cadre de cet examen. En fait, les données probantes présentées correspondent bien à celles de Santé publique Ontario et de l'Agence de la santé publique du Canada. Les modes de transmission concordent et il n'y a pas de données probantes directes sur la possibilité d'une transmission par voie aérienne sur de grandes distances. Et selon le document, les données probantes disponibles évoquent une équivalence entre les respirateurs et les masques chirurgicaux ou médicaux. Cette diapositive présente les recommandations du CCPMI. Comme il n'y a aucune donnée probante sur la possibilité que les variants préoccupants aient un mode de transmission différent,
Aucun changement n'est recommandé pour l'instant pour l'utilisation du respirateur N95. On veut aussi rappeler aux travailleurs de la santé que la directive numéro 5 leur permet d'utiliser un respirateur lorsque l'évaluation de leur risque individuel le justifie. Diapositive suivante. On a parlé des établissements de soins de santé et du double masque ou de la méthode nouée et repliée. Une autre analyse des autorités, ainsi que d'autres rapports dont vous avez probablement entendu parler, concerne le Morbidity Mortality Weekly Report, ou MMWR. On y parle du double masque ou de la méthode nouée et repliée. Le double masque fait référence au masque bien ajusté en tissu, porté par-dessus un masque médical, et la méthode nouée et repliée demande de faire un nœud avec les boucles élastiques le plus près du masque possible, puis de replier le matériel dans les ouvertures pour qu'il soit mieux ajusté. Le rapport décrit une étude de simulation expérimentale. Ils ont utilisé 2 têtes factices masquées et ils n'ont en fait essayé qu'un masque en tissu et un masque médical pour cette expérience. Diapositive suivante. Avec cette simulation, ils ont constaté que lorsqu'il s'agit du contrôle à la source, le double masque et la méthode nouée et repliée semblent tous deux empêcher que plus de particules soient générées et s'échappent autour du masque. Ils semblent aussi réduire le nombre de particules virales. La protection contre l'exposition, qui protège en fait le porteur du masque, a aussi révélé une exposition virale moindre avec le double masque ou la méthode nouée et repliée. Ces modifications semblaient donc efficaces. Mais il s'agit d'une simulation en laboratoire. On ne sait pas ce que ça donne en situation réelle. Le modèle d'étude était très limité et n'a pas vraiment essayé beaucoup de types de masques différents. Diapositive suivante. Dans nos établissements de soins de santé, tant pour le port du masque universel que l'on a en place que pour le port du masque à titre d'équipement de protection individuelle, le CCPMI recommande encore le port du masque médical pour le personnel travaillant avec des patients, résidents ou clients. Il n'est pas recommandé de porter 2 masques médicaux. En fait, les données probantes montrent que les éclosions antérieures ont été gérées sans le concept de double masque en Ontario. Les masques médicaux sont conçus et testés pour leur performance et leur manipulation pourrait vraiment avoir des conséquences imprévues. Pour l'équipement de protection, il est vraiment important de consulter les responsables de la santé et la sécurité au travail avant de modifier ou de manipuler la conception d'un masque. Diapositive suivante. En ce qui concerne le port du masque par les patients, le CCPMI a examiné l'épidémiologie qui indique une certaine protection possible pour le patient et le résident. Lorsqu'un établissement de soins de santé s'attend à ce que les patients portent un masque, il doit leur fournir un masque médical, à moins, bien sûr, que le port du masque soit contre-indiqué. Diapositive suivante. Voici des exemples de situations justifiant le port du masque par les patients. Lorsque vous, en tant qu'infirmière à domicile ou que préposé au service de soutien personnel se rend au domicile du client, assurez-vous qu'il porte un masque et vous aussi. Dans tous les locaux d'une clinique externe, les salles d'examen, les salles de traitement dans un établissement de soins actifs et surtout dans la chambre du patient si beaucoup de soins sont prodigués par des fournisseurs de soins de santé à moins de 2 mètres du lit. Dans les chambres à plusieurs lits, lorsqu'un patient peut se déplacer et pourrait s'approcher à moins de 2 mètres d'un autre patient, il serait approprié de porter un masque. Et dans les foyers de soins de longue durée ou les maisons de retraite, le port du masque par les résidents pourrait devoir être plus flexible.
Ce n'est pas toujours toléré, mais le résident devrait pouvoir porter un masque à l'extérieur de sa chambre lorsqu'il le demande, le désire et est capable de porter un masque. Diapositive suivante. La protection des yeux fait partie des vêtements de protection contre les gouttelettes. Notez que les verres correcteurs ne protègent pas les yeux. Un accessoire de protection oculaire doit couvrir les yeux de tous les côtés. Les lunettes de sécurité, les écrans faciaux, les visières et même certaines lunettes de protection répondent à nos critères. Diapositive suivante. Cette situation dure depuis plus d'1 an et les gens se demandent « Comment puis-je rester mobilisé? » On me dit d'appliquer les mêmes précautions, les mêmes mesures. Comment rester vigilant? Comment puis-je rester prudent dans mes pratiques et rester vigilant? Car chacune de ces mesures de PCI est très importante, comme on l'a dit. Les questions de dépistage peuvent devenir banales. Comment rester dans le moment présent? Comment pouvons-nous mobiliser nos dépisteurs qui posent les questions? Quelles stratégies pouvons-nous donner à notre personnel pour nous assurer qu'il prend le temps de réfléchir à ce qu'il ressent et aux risques qu'il court chaque jour? Mon personnel est-il formé sur la façon de mettre et d'enlever les vêtements de protection? En plus de s'assurer qu'ils ont suivi un module, à quelle fréquence sont-ils observés, vérifiés et reçoivent-ils des rétroactions? Parce que des données préliminaires montrent que cela fait une différence dans la transmission dans différents milieux de soins de santé. N'oubliez pas le personnel des agences et les gens qui sont temporairement dans votre établissement. Comment ont-ils été formés et comment les avez-vous observés? Lorsqu'on a observé de près nos éclosions, nos analyses et nos évaluations, on a constaté que les gens sont souvent très bons au chevet du patient ou juste à l'extérieur de la chambre du patient ou du résident, mais qu'ils baissent souvent un peu leur garde lors des pauses et des repas. Nos employés utilisent-ils trop longtemps les masques ou la protection oculaire? Sont-ils trop nombreux dans la salle à manger ou la salle de repos? On doit s'assurer de leur accorder de l'espace pour la pause. Il est très utile de recourir aux professionnels de la sécurité et aux mini-réunions matinales et de communiquer les résultats positifs. Diapositive suivante. Le nettoyage de l'environnement et des surfaces souvent touchées n'a pas vraiment changé. La transmission par matière contaminée est moins courante, mais quand même possible. On garde les mêmes pratiques de nettoyage de l'environnement. Assurez-vous que les pièces étroites et confinées, qui sont réaménagées en petites salles de repos ou autres, sont bien ventilées afin d'éviter l'accumulation d'aérosols. Assurez-vous que les systèmes de CVC sont conformes aux normes et font l'objet d'un entretien régulier. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace réservé aux pauses et qu'ils permettent la distanciation physique. Assurez-vous que les gens ne baissent pas un peu leur garde, comme je l'ai dit, lors d'interactions rapides, peut-être sans vêtements de protection, et les gens ne voient pas cela comme un moyen de transmission principal. Il faut donc garder un œil sur ça. Diapositive suivante. Le regroupement en cohorte et le placement des patients. Dans la plupart des situations, les transferts nécessaires doivent suivre les précautions appropriées et le transfert ne devrait pas être retardé parce que le statut de VP du patient est inconnu, par exemple. La gestion des éclosions, du point de vue de la PCI, reste très semblable aussi. Les établissements doivent continuer de consulter à la fois leurs consultants en PCI et leurs experts en santé publique au sujet de tout VP auquel ils sont confrontés et des VP qui ne sont pas encore largement diffusés en Ontario.
Les patients aux prises avec le variant B117 de la COVID-19 peuvent être regroupés en cohortes selon le CCPMI avec d'autres patients positifs à la COVID-19, sauf en cas de contre-indication à cet égard. En l'absence d'informations, les patients ayant un VP autre que le B117 doivent être placés dans une chambre individuelle dans la mesure du possible. Les indications relatives à l'usage des chambres d'isolement pour infections à transmission aérienne sont les mêmes pour les VP et le SRAS-CoV-2 non variant. En termes d'interruption des précautions, l'approche ne change pas. Diapositive suivante. En résumé, les pratiques en PCI restent essentiellement les mêmes. Il n'y a aucune donnée probante indiquant qu'il y a une différence entre les modes de transmission des variants préoccupants et le SRAS-CoV-2 non variant. Les précautions visant à prévenir la transmission restent les mêmes. Vu la transmissibilité accrue, soyez vigilants et appliquez toutes les mesures de PCI. Diapositive suivante. Voici des ressources de Santé publique Ontario sur les variants préoccupants. Les VP figurent à la page principale. Vous y trouverez aussi bon nombre des sujets abordés aujourd'hui. À la prochaine diapositive, on veut reconnaître les nombreux organismes et les personnes qui ont contribué à cette présentation. On les remercie de leur soutien et de leur contribution. À vous, Michel. Excellent. Merci beaucoup, Sandra et Jonathan. On a répondu à quelques questions dans le clavardage, mais il y a certaines questions que les présentateurs pourraient aborder maintenant qu'il nous reste encore quelques minutes pour une période de discussion. Alors, j'encourage les participants à ajouter leurs questions. Il y en a quelques-unes adressées à vous, Sandra, et je pense que vous en avez parlé dans votre présentation, mais au cas où vous voudriez souligner quelque chose. Voici la première. Y a-t-il des preuves que la transmission des variants ne se fait pas par voie aérienne? Et la deuxième, y a-t-il de nouveaux renseignements concernant le pays en lien avec les nouveaux VP? Je vais commencer par la deuxième question. En ce qui concerne les vêtements de protection recommandés pour le coronavirus non variant et pour les VP, c'est toujours très pertinent. Donc, aucun changement, comme mentionné. En termes de véritable infection par voie aérienne, on ne l'a pas observé. Ce qui nous préoccupe, comme je l'ai mentionné, ce sont les espaces étroits et confinés qui sont mal ventilés. Ainsi, on peut avoir un nombre plus élevé de virus aérosolisés et c'est préoccupant s'ils ne peuvent pas s'échapper. C'est le volume ou l'exposition à un degré élevé de virus dans un espace fermé et plus petit. On s'en préoccupe, mais il n'y a pas d'autres données probantes jusqu'à maintenant. Très bien. Je vais lire une autre question et commencer à y répondre, puis Sandra pourra compléter si désiré. Pouvons-nous parler davantage des mesures de prévention? Les mêmes mesures comme la distanciation, le port du masque, l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire demeurent-elles efficaces contre les nouveaux VP ou faut-il envisager des mesures supplémentaires? Le cas échéant, d'autres directives sont-elles prévues? Sandra a souligné que nous ne pensons pas qu'il y ait des mécanismes différents de transmission avec un VP ou non, mais que la transmissibilité accrue signifie qu'il y a des interactions ordinaires qui peuvent entraîner une transmission plus qu'avant. Alors, toutes ces mesures de prévention sont encore très importantes. Et je pense qu'il faut superposer ces mesures et faire attention d'adhérer à chacune d'entre elles. C'est ce qu'il faut vraiment faire pour combattre cette transmission accrue. Vous savez, avant, les gens appliquaient peut-être certains de ces gestes, mais pas tous. Et je pense que c'est difficile. La pandémie perdure et nous demandons aux gens de faire ces choses depuis longtemps, mais d'autant plus maintenant, avec ces variants, avec la transmission accrue. Il faut vraiment porter attention à la façon dont nous pratiquons chacune de ces mesures et nous assurer de les utiliser toutes du mieux possible. Et merci, Michel. La seule chose que j'ajouterais, c'est que nous avons examiné des centaines d'évaluations se rapportant à des éclosions partout dans la province. Et en gros, comme Michel l'a souligné, on constate que les gens font très bien certaines composantes
et que d'autres reçoivent moins d'attention. Et je pense qu'en raison de la facilité de transmissibilité des VP, il faut se rendre compte que toutes les mesures jouent un rôle important. Il faut utiliser toutes les mesures que l'on a mises en place. C'est pourquoi il est vraiment important d'examiner votre liste de vérification et de vous assurer qu'elles sont toutes gérées en conséquence. Excellent, merci Sandra. Nous avons quelques questions adressées à Jonathan. Voici la première. Y a-t-il un intérêt à explorer des tests alternatifs pour remplacer le séquençage du génome entier pour la détection des VP? Merci, c'est une excellente question. Je pense qu'il est difficile de trouver l'équilibre. Y a-t-il un moyen de détecter rapidement un VP? Surtout s'il est saisonnier, logique d'investir dans la mise en place d'un nouveau test qui serait probablement effectué au départ par le laboratoire de SPO, puis envoyé à notre réseau de tests. Mais 3 ou 4 semaines plus tard, ce VP peut être si répandu qu'il n'est pas très utile de le détecter. Un excellent exemple est le 501Y et le B117. La grippe commence probablement maintenant. On pourrait dire qu'il n'est pas nécessaire de l'inclure dans tous les tests effectués si on commence vraiment maintenant. Mais, comme mentionné, si on trouve le 501Y seul, on ne procède pas au séquençage du génome entier parce qu'il ne correspond pas si directement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pour aider à obtenir des informations plus rapidement. On a ajouté la cible 484 afin de pouvoir vous dire rapidement s'il s'agit potentiellement de l'un des 2 autres principaux VP. Mais on réévalue continuellement la façon dont on effectue les tests. On a appris qu'il est très difficile pour notre réseau de laboratoires de tests de modifier les paramètres de test à toutes les quelques semaines. Historiquement, l'introduction de nouveaux tests est un processus qui s'échelonne souvent sur des mois, voire des années, car les laboratoires doivent les planifier, les mettre en place et les valider. Donc, c'est assez difficile. Par exemple, de faire ça sur plusieurs semaines en introduisant de nouveaux tests. À un moment donné, on va devoir prendre des décisions en fonction de la prévalence des VP et du temps nécessaire pour détecter chaque VP dans chaque échantillon, puis recalibrer la façon dont nous les dépistons. D'accord, merci Jonathan. Je vais lire une question liée au laboratoire et peut-être commencer à y répondre et je vous invite à intervenir. Avons-nous trouvé des réinfections ou des infections chez les personnes vaccinées? Qu'en est-il du personnel des établissements de soins de longue durée qui obtient un résultat positif à un test de surveillance de routine ou indistinct? Donc, je pense que indistinct. Dans ce que nous avons présenté sur les VP, y a-t-il évasion vaccinale? Une personne peut-elle être infectée même si elle a été vaccinée en Ontario? Je pense qu'il faut préciser que nous nous attendons à ce qu'un certain nombre de personnes vaccinées soient quand même infectées. Nous le voyons certainement au moment de la vaccination. Nous savons qu'après un vaccin, il faut un certain temps pour que la première dose soit efficace. Et avec la dose de rappel, on augmente la protection vaccinale. En fait, ce n'est que 2 semaines après la deuxième dose que l'on peut s'attendre à ce que le vaccin fournisse un maximum de protection. Mais encore là, avec une efficacité de 95 ça revient à dire qu'une personne sur 20 pourrait encore être infectée si vous étiez tous exposés. Je pense donc qu'il faut prévoir un certain degré d'infection post-vaccinale et ce, peu importe les variants préoccupants. Mais certainement, parce que l'on s'inquiète au sujet des variants préoccupants, pour tous les gens qui sont positifs au moins 2 semaines après la vaccination, on essaie de transmettre les résultats aux fins de dépistage pour déterminer s'il pourrait s'agir d'une infection post-vaccinale due à une protection moindre contre un variant préoccupant. Jonathan, voulez-vous nous parler un peu plus de ce processus? Oui, comme je l'ai dit plus tôt, on en a discuté et décidé que, d'autant plus que l'on recevait de plus en plus de communications au sujet de personnes infectées dans les premiers jours suivant la vaccination, on a décidé de dire « allons-y avec 2 semaines après avoir terminé la série de vaccinations ». Et cela a été fait avant que l'intervalle ait été considérablement augmenté, de sorte que si on recevait une alerte à ce sujet, on s'arrangerait pour que l'échantillon arrive ici et on le préparerait pour le séquençage du génome entier, qu'il s'agisse ou non d'un VP lors de ce dépistage.
Mais on est en train de réévaluer ce processus, étant donné que l'on va avoir beaucoup de rapports de personnes qui ont eu une dose de vaccin, qui sera probablement efficace à au moins 80 à 85 d'ici 3 semaines. Donc, on dira probablement qu'après une dose, et on s'en tiendra à la période de 14 jours pour que ce soit simple, que l'on sera prêt à recevoir les échantillons à des fins de séquençage. Ainsi, contactez-nous et nous vous indiquerons comment nous faire parvenir les échantillons si notre laboratoire ne les a pas déjà testés. Et bien sûr, il est très utile que cela soit documenté dans la demande. On a maintenant de l'espace pour indiquer le statut vaccinal sur la demande. D'accord, nous approchons de l'heure, mais nous avons le temps de poser quelques questions de plus. Donc, Sandra, je pense qu'il y a une petite précision ici. Si les laboratoires s'éloignent du séquençage des échantillons et n'ont que la mutation N501Y, est-ce toujours approprié de regrouper en cohorte les gens qui ont cette mutation? C'est une très bonne question. Peut-être que si nous envisageons, il faudrait probablement que je vérifie ce que le CCPMI dit à ce sujet. S'il s'agit d'un B117 et que l'on examine ce variant en particulier, on est à l'aise avec l'idée de regrouper les gens en cohorte avec un autre cas positif. Mais en fait, je ne sais vraiment pas combien de données probantes ou d'expériences on a eues. Je m'arrête ici au cas où Michel ou Jonathan auraient un commentaire. Je dirais que du point de vue du laboratoire, je dirais que probablement 98 des cas positifs au 501 et négatifs au 484 sont un B117. C'est presque une correspondance de 1 à 1 en ce moment. Oui, dans ce cas, on continue d'être à l'aise avec le regroupement en cohorte. Bien, je vais prendre une dernière question. Un rappel que l'on recueille toutes les questions reçues et qu'on essaiera de trouver une façon de vous fournir des réponses si on n'a pas eu l'occasion de le faire en direct. En termes d'évaluation du risque de transmission avec les VP, la période de transmissibilité a-t-elle désormais augmenté ou est-ce toujours de 48 heures avant l'apparition des symptômes ou la date de dépistage pour les cas asymptomatiques? En général, nous nous en tenons aux 48 heures qui précèdent l'apparition des symptômes ou la date du dépistage des cas asymptomatiques. On sait que certaines administrations sont passées à une période plus longue. On sait aussi qu'il y a eu des signalements de transmission 3 ou 4 jours avant l'apparition des symptômes ou d'un résultat positif. En général, pour donner priorité à l'efficacité du retraçage des contacts, on a maintenu la période à 2 jours. Mais on a assurément un degré d'incertitude quant au moment où l'exposition ou l'infection peut avoir eu lieu. Les services de santé ont eu tendance à ratisser plus large et à inclure jusqu'à un 3e jour dans la recherche des contacts. Donc oui, certainement, je pense qu'il est raisonnable, vous savez, en général, d'utiliser 48 heures. Mais si l'on s'inquiète de la transmission, on se base sur un délai plus long. Sur ce, merci à Jonathan et à Sandra pour leur présentation. Merci à tous les participants d'avoir été des nôtres. Vous pourrez nous fournir votre rétroaction sur la séance par le courriel d'évaluation que vous recevrez sous peu. Donc, merci encore. Je vous souhaite une excellente journée.